vais vous parler du yoga ayurvédique ou comment équilibrer les doshas à travers les pratiques de yoga. Donc, je suis Lilian Faure, je suis professeur de yoga, conseiller consultant sur l'Ayurveda et j'enseigne pour Ayurveda et Conscience. Alors, je vais d'abord parler un peu de mon parcours, sans trop m'étendre non plus. Donc, depuis plus de 20 ans, je suis en formation continue. Dans le domaine du yoga, j'ai suivi une formation de yoga Satyananda. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le yoga Satyananda. Donc, Satyananda est un disciple de Shivananda et il a développé une approche du yoga assez complète en fait. Il y a à la fois l'aspect postural, il y a un gros travail sur la respiration, l'énergie, et il est connu également pour le yoga nidra. Le yoga nidra, c'est une pratique mise au point par Satyananda. Donc j'ai fait de nombreux stages avec les swamis de cette tradition. Et donc quand j'ai été formé, c'était dans un centre de yoga, un ashram, et donc on a vu les aspects aussi traditionnels du yoga, comme le karma yoga, bhakti yoga, etc. J'ai approfondi ensuite l'aspect méditation avec Laurent Montels, qui était en fait un swami de la tradition Satyananda. J'ai aussi suivi l'enseignement de Maurice Daubard, le yogi du froid, où on s'impose d'une façon volontaire au froid pour développer des qualités de feu intérieur intéressantes, développer la confiance, passer au-delà de préjugés. C'est une pratique intéressante. Ça s'appelle ça le Tummo. J'ai eu aussi l'occasion d'expérimenter différentes formes de yoga, différentes méthodes, un peu d'Iyengar, Mahesh, Vinyasa, etc. Bon, ça m'a permis d'avoir un petit aperçu de comment le yoga pouvait être abordé. Pour ce qui est de l'Ayurveda, donc j'ai une formation d'expert thérapeute corporel, donc tout ce qui est les soins par massage, conseiller consultant sur l'Ayurveda, donc avec l'aspect diététique, phytothérapie. Donc j'étais principalement formé en France, mais aussi un petit peu en Inde. Et pour Ayurveda Conscience, je m'occupe du suivi des élèves en e-learning. Et je vais faire donc un module optionnel de yoga ayurvédique et aussi à venir un module sur le Vastu. Le Vastu, c'est le Feng Shui indien. C'est comment harmoniser l'habitat. Donc j'ai créé un centre de cure ayurvédique là où j'habite, à côté de Nevers, où j'accueille les gens en cure et aussi j'assure des formations en soins ayurvédiques, telles qu'Abhyanga, Kansu, Shirodhara, etc. Alors, le Vastu Shastra, qui fait partie aussi de mes cordes, à mon arc, c'est l'équivalent du Feng Shui, mais version indienne. C'est comment équilibrer l'habitat. Parfois, il y a des personnes qui sont en mal-être à cause de l'énergie de l'habitat. Donc, il faut savoir parfois aussi intervenir sur l'habitat pour améliorer la santé, le bien-être de la personne. Donc, j'ai été formé par un Indien, et c'est lui qui a notamment fait ce bâtiment-là, qu'il a conçu selon les principes du Vastu. Il a fait ça pour un centre spirituel au nord de Chennai. Alors, qu'est-ce que l'Ayurveda? Alors, je me suis présenté et vous allez me dire ce que vous connaissez de l'Ayurveda pour savoir à qui je m'adresse, si je rentre en profondeur ou pas. Qui connaît l'Ayurveda? Tout le monde. Qui connaît le yoga? Tout le monde. Ok. Bon, j'ai rien à vous apprendre alors. Alors, je vais passer assez vite. C'est un système de santé holistique qui couvre tous les aspects de l'être. L'aspect physique, émotionnel, mental et spirituel. Donc, on va utiliser l'hygiène de vie, la diététique, les plantes, les huiles, les massages, les pratiques de purification. Et moi, je vais développer. Donc, il y aura un exposé sur le Panchakarma avec Fabien. Quelqu'un va faire un exposé sur la nutrition ayurvédique aussi, normalement. Et moi, je vais développer l'aspect yoga-méditation. Alors, on est en bonne santé si les doshas sont en équilibre, si l'appétit est bon, les tissus, les organes sont sains, efficaces, si les fonctions d'élimination sont bien réglées, et si la conscience, l'esprit, vos émotions et sens baignent dans la félicité. Donc, on s'intéresse aussi à l'esprit, au bien-être du corps et de l'esprit. Alors, il faut maintenir l'équilibre des doshas. Donc, les doshas sont basés sur les 5 éléments. 5 états de la matière, du plus subtil au plus grossier, éther, air, eau, feu, feu, eau et éther. Alors, Vata,
résulte de la combinaison de l'éther et de l'air, Pitta du feu et de l'eau, Kapha de l'eau et de la terre. Donc ça vous connaissez, je n'approfondis pas plus. Donc on peut avoir une représentation comme ceci, qui se trouve intéressante, où on voit les 5 éléments et comment les doshas se retrouvent combinés à ces éléments. Résulte de cette combinaison. Alors, ce qui va être intéressant dans la pratique du yoga, c'est de se souvenir des qualités, les gunas, des différents doshas. Donc là, je les ai rappelés. Alors, certains gunas vont être utiles, d'autres pas. Par exemple, c'est intéressant de savoir que Vata, il a une nature irrégulière, qu'il a une nature froide, léger, mobile. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de connaître les fonctions de Vata, ainsi que les organes associés, les parties du corps associées. Pareil pour Pitta, il est chaud, il est léger, mobile. Alors un peu huileux dans la pratique de yoga, sans pas avoir franchement d'intérêt de travailler là-dessus. Ce qui est important, c'est chaud. Donc connaître les fonctions, ça vous connaissez, je ne vais pas approfondir. Je reviendrai dessus au moment où je parlerai. Kapha, il est froid, alors moins que Vata quand même. Il est lourd, statique, il est dense. Donc on va essayer, à travers les pratiques, d'amener l'opposé pour équilibrer. Alors ce qui est important, c'est de déterminer sa constitution. On va prendre en compte différents aspects, la structure, les apparences, comment fonctionne le métabolisme, la nature des déchets, facteurs mentaux, expressions. Donc, une fois qu'on connaît notre constitution, on peut adopter une hygiène de vie générale en adéquation avec cette constitution, et notamment les pratiques de yoga. Mais la constitution, ça ne fait pas tout. Il est important de connaître le déséquilibre, la vikriti, pas kriti, vikriti. Donc là, à partir d'un questionnaire, tout à l'heure, il y a des personnes qui pourront vous aider. Prise de pouls, observation de l'ongle, des ongles, la peau, la langue, les yeux. Et là, à partir du déséquilibre, on peut définir une stratégie plus élaborée pour rétablir l'équilibre. Donc on veut rétablir pour la santé l'équilibre des doshas, mais aussi harmoniser Agni, le feu digestif, et aussi réduire Ama, les toxines. Et pour travailler l'esprit, développer Sattva. Le Sattva, c'est l'équilibre, la pureté, la lumière intérieure. Alors, on va faire un petit quiz. Vous allez essayer de voir si en ce moment, en ce qui vous concerne, vous êtes plutôt dans la colonne de gauche ou plutôt dans la colonne de droite. Donc là, c'est pour les aspects psychologiques, comportementaux. Donc là, ça, c'est des indications. Si on se pose, donc là, vous allez vous poser et vous mettez les pieds à plat pour être connecté à la terre et vous redressez le dos pour respirer. Alors, est-ce que je suis plutôt vivant? Est-ce que j'ai de l'entrain? Ou je suis plutôt triste? Est-ce que intérieurement, je me sens joyeux? Est-ce que j'ai de l'anxiété, etc. Donc, vous voyez où vous vous situez. Et ça va vous donner une orientation. La nature du déséquilibre. Donc, si vous allez dans un magasin de chaussures, que vous prenez 1 heure pour choisir une paire de chaussures, là, c'est un signe de déséquilibre Vata. Si vous parlez beaucoup, mais sans que c'est beaucoup de sens, un déséquilibre Vata. Pour Pitta, alors Pitta, il a soif de connaissance. Si vous êtes là, il y a quand même un peu de Pitta en vous. Hein. Vous voulez comprendre les choses. Et vous avez fait l'effort de vous lever ce matin pour venir. Vous êtes courageux, ambitieux, perfectionniste, franc. Alors après, quand ça se déséquilibre, on peut être très critique. Ouais, sa conférence, machin, ce truc bidule. Orgueilleux, colérique, irritable. Voyez si dans votre entourage, vous avez des personnes dans cette case, dans cette colonne. Donc là, c'est un signe de Pitta en déséquilibre. Pour ce qui est Kapha. Alors, Kapha, c'est une personne qui est stable, calme, patiente, très attentionnée, elle est dans le contentement. Et quand ça va moins bien, il peut être possessif, léthargique, tendance à s'enliser, etc. Donc vous voyez, si on a vu 3 tableaux là, quel est votre déséquilibre, votre tendance? C'est bon? Vous le gardez pour vous. Hein.
Si vous le gardez pour vous. Donc voilà. Alors, le yoga est constitué d'un ensemble de pratiques. Il y a bien sûr les asanas, les postures qui sont soit dans certaines écoles faites d'une façon très dynamique, on va enchaîner les postures sur un rythme soutenu, ou d'autres écoles, ça sera tranquille, on va rester dans la posture, on va approfondir. Donc il y a plusieurs approches. Il y a également les pranayamas, les exercices de respiration. Et ça, c'est souvent négligé dans l'approche du yoga, mais c'est extrêmement puissant. Mais il faut l'avoir fait après avoir quand même débloqué les choses au niveau physique. Parce que c'est tellement puissant qu'il faut déjà dérouiller, libérer la circulation de l'énergie pour travailler dessus. On peut associer aussi les mudras et les bandhas. Mudras, c'est des gestes, des attitudes du corps qui vont orienter d'une façon subtile le fonctionnement de l'énergie. Les bandhas, c'est des verrouillages. Jalandhara bandha, je ferme au niveau de la gorge. Mula bandha, je ferme au niveau du périnée. Uddiyana bandha, je concentre au niveau du ventre. Bien sûr, il y a aussi l'aspect relaxation et yoga nidra. Donc, le yoga nidra, c'est une longue relaxation, c'est une méditation guidée qui se fait en position allongée. Et l'aboutissement de tout ça, c'est quand même d'amener à la méditation. Donc la méditation, ça va être un exercice de concentration sur un support qui peut être la respiration, un son, un mantra, un symbole géométrique, un yantra. Donc il y a différentes formes de méditation. Et la forme de méditation va dépendre du profil. Il y a des gens qui seront plus à l'aise avec une méditation parce qu'elles sont de nature vata, d'autres de nature pitta sont plus à l'aise avec un autre type de méditation. Alors, une séance de yoga, c'est un contexte, ça devrait être un contexte favorable pour s'entraîner à être plus conscient de soi, à tout niveau. Niveau physique, j'ai un corps, j'ai conscience de mon corps. Allez, on le fait. Je suis assis, j'ai conscience de mes pieds qui sont sur le sol. J'ai conscience du siège qui soutient dans le dos, sous les fessiers. Et j'ai conscience que dans ce corps, il y a une respiration. Il y a un souffle qui lui donne vie. Et ce souffle, c'est ma première source d'énergie. Si j'arrête de respirer, en fait, je ne peux pas le faire longtemps, en fait. C'est donc la preuve que c'est vraiment notre source d'énergie fondamentale. Et j'ai aussi des pensées. Est-ce que c'est plutôt à l'image d'un lac à l'eau paisible, lisse, qui reflète les montagnes et le soleil, ou c'est une mer tumultueuse? Donc on va, à travers les pratiques de yoga, développer la conscience de soi. Et donc, ça va amener aussi à la connaissance de soi. On va être témoin, observateur. Ça permet de prendre de la distance, du recul par rapport aux situations. Et ça, c'est très important. Ne pas être juste dans la réaction instantanée, prendre de la distance, ok, il m'a dit ça, qu'est-ce que ça fait en moi? Est-ce que c'est nécessaire que je m'énerve pour ça? Non, pas forcément. Le meilleur moyen d'être là dans l'instant, d'être connecté à soi, c'est d'être dans la conscience du souffle. Je respire, j'ai conscience que je respire. Quand je suis dans l'instant présent, je suis immunisé contre tout. Ah! Si je fais quelque chose de surprenant, si vous sursautez, c'est que vous n'étiez pas dans l'instant présent. Vous étiez ailleurs. Et si on est dans l'instant présent, on est centré, rien ne nous atteint. Attention, à tout moment, quelqu'un peut venir faire une autre. Alors, les voies du yoga, il y a le Jnana Yoga, qui est le yoga de la connaissance. Là, on va plus travailler l'esprit. Alors, l'esprit, pas dans le sens forcément intellectuel, rationnel, mais dans le sens développer les perceptions, la compréhension subtile, l'intuition. Il y a le yoga, alors donc ça va être plutôt l'aspect tête. On peut représenter le corps, les énergies, il y a trois aspects. Il y a l'énergie Shakti qui réside dans le bas du corps. Il y a la zone intermédiaire où on va travailler dans le cœur. Là, on est plutôt dans le Bhakti Yoga, le yoga de la dévotion, qui va travailler sur les émotions. Et dans la zone tête, le yoga de la connaissance.
Et donc, certaines personnes, par exemple, si on est de nature kapha, on est plus naturellement attiré par le bhakti yoga ou aussi par le karma yoga, le service, faire les choses pour les autres en étant désintéressé. Si on est pitta, on aura quand même des dispositions pour le jnana yoga. Cet esprit pitta, il est capable d'aller en profondeur. Alors, selon notre constitution, on peut être attiré par différentes voies du yoga. Après, ça ne veut pas dire que le pitta, il n'aurait pas intérêt à faire du bhakti yoga. C'est sûr que ce n'est pas forcément son élan naturel, mais ça peut lui faire du bien aussi d'ouvrir son cœur. Et aussi de faire du karma yoga où il va faire les choses avec un autre état d'esprit, avec le désintéressement. Donc tout peut être bon, ce qu'il faut c'est connaître ces différents aspects et les utiliser au mieux pour rééquilibrer la personnalité. Alors a priori, le yoga rééquilibre les doshas. Globalement, le yoga c'est bien, on vous a dit c'est bien, il faut faire du yoga. Néanmoins, certaines pratiques mal adaptées à la constitution d'une personne et à son déséquilibre peut aggraver la situation. Si, par exemple, j'ai un déséquilibre pitta, un excès de feu, et que je me mets à faire du Bikram yoga dans une pièce surchauffée, avec des exercices rapides qui vont encore chauffer le corps, où je veux beaucoup transpirer, il n'est pas sûr que ça fasse du bien finalement. Si je suis kapha, nature kapha, avec un déséquilibre kapha, je suis un peu dans la torpeur, la lenteur, et je fais des yoga nidra d'1 heure tous les jours, ça va m'installer un peu dans cette torpeur, dans cette détente. Je serai détendu, mais après, bon, il faut quand même agir un peu dans la vie. Donc voilà, il faut comprendre la nature du yoga, comment agit le yoga sur vous, et faire au mieux. Donc la connaissance de l'Ayurveda, de se poser des questions, c'est du bon sens, hein. Il n'y a rien de très compliqué, mais il faut se poser la question. Que fait cette pratique sur moi? Comment je me sens après? Donc la connaissance de l'Ayurveda va vous permettre de mieux choisir les pratiques de yoga. Après, il y a des grandes lignes, mais il est clair qu'on n'est jamais purement vata, pitta ou kapha, on est quelque chose, un mélange, difficile et des fois à définir. Et la seule personne qui pourra dire ce qui est bon pour vous, c'est vous. Et c'est votre discrimination. C'est l'expérience, c'est l'observation de ce que fait l'expérience sur vous qui va vous guider. Après, il faut avoir cette grille de lecture. Donc le yoga, quand il est comme ça utilisé bien à propos, est un outil extrêmement puissant. Alors, David Froley, j'ai pris ce texte de David Froley. L'Ayurveda est utilisé pour purifier le corps et l'esprit. L'objectif du yoga est de nous guider vers la connaissance de soi. Et donc, le fondement du yoga devrait être l'Ayurveda. Si on pratique l'Ayurveda, on sera dans meilleure disposition pour faire ce cheminement intérieur qui est proposé par le yoga. Parce que si on mange n'importe quoi, ben l'esprit sera difficilement en paix. On aura des douleurs dans le corps, et donc ça va altérer le fonctionnement de l'esprit aussi. Donc, ils sont intimement liés. Et quand on pratique l'Ayurveda, ça nous met dans des bonnes conditions pour faire une expérience de yoga positive. Donc voilà, c'est comme 2 jambes ou 2 bras qui permettent d'embrasser la vie positivement. Et donc, on devrait toujours les associer. Ils se complètent. L'Ayurveda va utiliser les pratiques de yoga pour se rééquilibrer. Donc là, c'est ce que je propose. Alors, il y a une chose importante dans l'Ayurveda, c'est les cycles du temps. Vous savez que Kapha est au commencement de toute chose, puis après il y a Pitta, et on termine par Vata. Ainsi, dans les premières périodes de la vie, la jeunesse, qui est loin derrière nous, on était dans la période Kapha. Donc, à cette période-là de la vie, il peut être intéressant de faire des postures, des pratiques de nature Kapha, anti-Kapha.
pour équilibrer. Donc là, les enfants, les jeunes, ils peuvent faire des choses dynamiques. Il faut que ça bouge. De toute façon, si ça ne bouge pas, ça ne leur va pas. Il faut que ça bouge. Par contre, dans la dernière partie de vie, là, il est temps de poser les choses, de faire des pratiques anti-vata. Et donc là, on va avoir un style de yoga plus doux, on va être plus posé, on va prendre le temps de sentir, pratique restaurative. Après, dans l'âge intermédiaire, voilà, c'est un peu entre les deux. Il y a Vata et Kapha qui sont sur des aspects assez opposés, pas sur tous, et Pitta est un peu au milieu. Alors, on peut aussi adapter la pratique selon la saison. Il est clair qu'en plein été, période Pitta, on ne va pas faire des exercices qui vont trop chauffer le corps. Par contre, en hiver, ça peut être bien faire des exercices qui vont amener de la chaleur, qui vont activer Agni. Donc voilà, il faut prendre en compte la période de vie, les saisons et aussi le moment de la journée. Donc la première période de la journée, c'est une période Kapha. Si on considère que le soleil se lève à 7 heures et se couche à 19 heures, ça fait 12 heures de journée. On divise par 3 périodes, 4 heures par période, 7 à 11 Kapha, 11-15 Pitta, 15-19 Vata. Alors attention, ça ne veut pas dire que le soir, si vous faites un cours de yoga à 20 heures le soir, qu'il faut faire quelque chose anti-kapha qui bouge beaucoup, parce qu'il faut quand même préparer la nuit. Et donc si on chauffe trop le corps, pour s'endormir, il faut que le corps descende en température. Donc si on chauffe trop le corps, on retarde l'endormissement. Alors, pour équilibrer Vata, on peut avoir différents points de vue, plusieurs approches. On peut travailler avec les qualités, les gunas. Donc on a vu Vata comme qualité d'être mobile, rapide, instable, irrégulier. Donc il faudrait, dans la pratique, mettre l'opposé. Donc mobile, rapide, donc on va prendre son temps. On ne va pas faire une pratique de yoga, une séance de yoga avec beaucoup de postures qui vont s'enchaîner rapidement. On va prendre le temps, on va faire moins, mais mieux. Et un aspect très important, vous le savez, Vata est relié au prana, à la respiration. Il est très important toujours d'avoir une respiration adaptée à son niveau. Si on suit une pratique qui est guidée et que le rythme ne correspond pas à notre respiration, ça ne va pas du tout. Il faut suivre son rythme. Sinon, ça désorganise les Vata, les aspects de Vata. Ça peut être intéressant de travailler les postures d'équilibre, d'ancrage, connexion à la terre. Vata, c'est l'éther, c'est l'air, donc c'est subtil. Il faut ramener. Le Vata, il n'est pas très incarné, il faut le ramener les pieds sur terre. Il faut se poser, se relaxer, sentir la terre en étant allongé, les points de contact, la densité. Il est bien de pratiquer des horaires réguliers, d'avoir une routine. Il est bien de se fixer une séquence et de la reproduire sur plusieurs semaines, ne pas changer tout le temps, de façon à avoir le temps d'aller en profondeur dans l'exercice. Parce qu'un exercice, je fais une pince debout, je m'étire, je me penche en avant, il y a, installez-vous, il y a plein de choses à sentir. Et si on ne le fait qu'une fois de temps en temps, on n'a pas le temps d'approfondir. Vata, il a tendance d'être superficiel. Et donc, il faut qu'il se donne le temps d'aller plus en profondeur. Alors, si on continue sur les gunas, Vata a comme nature d'être léger. Donc, ça peut être intéressant de sentir la densité du corps. Notamment à travers des pratiques de relaxation au sang, la lourdeur. Vata a une nature froide. Donc, il faut que les exercices soient chauffants. Mais Vata, il est sec. Il ne faut pas que ça assèche. Si je transpire abondamment, je me dessèche, je me déshydrate. Ce n'est pas forcément bon. Une petite transpiration, ok, mais pas trop. Il ne faut pas que Vata il est froid. S'il fait une relaxation qu'il a froid, ce n'est pas bien. Quitte à prendre une bouillotte, on la met sur le foie. Vata, donc, c'est le mouvement.
Alors, le mouvement Vata, il peut être un peu saccadé. Donc là, l'idée, c'est que quand on est dans le mouvement du yoga, on le fait d'une façon lente, on le fait d'une façon consciente, on le fait d'une façon fluide. Et on est à l'écoute du prana, de l'énergie qui circule en nous. Vous connaissez les 5 sous-doshas de Vata? Apana, l'énergie qui travaille vers le bas, qui favorise l'élimination. Prana, l'énergie d'absorption, liée à l'inspire. Donc j'inspire, prana, je fais le plein d'énergie. Je retiens mon souffle, rétention à plein, samana, l'énergie qui contrôle la digestion, qui agit ici, au centre. Début de l'expire, udana, l'énergie d'expression. C'est cette énergie qui active les cordes vocales, la voix, l'expression du visage, les mains, l'énergie de communication, les jambes pour aller vers. Deuxième partie de l'expire, apana, l'énergie d'élimination. Ok, j'ai absorbé l'énergie, je l'ai digérée, je l'ai utilisée dans l'expression, et ce qui n'est pas utilisé, je l'élimine. Et quand je reste poumon vide, rétention poumon vide, c'est Vyana. Vyana, l'énergie de soutien qui est à travers tout le corps, qui permet la circulation. Donc, à travers les respirations, on travaille sur les 5 sous-doshas. Vata, leur intérêt à faire une pratique douce, pas d'effort excessif. Vata a une énergie fluctuante. Des fois, elle est en forme, des fois, elle n'est pas en forme. Et ça varie rapidement. Donc, il faut de la douceur. Des fois, il est enthousiaste, Vata. Il y va, mais après, il retombe. Et toujours très important, suivre son rythme pour être en accord avec son souffle. Sinon, ça désorganise les énergies. Ce que j'ai pu expérimenter, j'ai fait quelques cours de Vinyasa Yoga. Un yoga très rapide, on fait des postures quand même exigeantes. Donc j'ai fait des pratiques de yoga Vinyasa. Ah, c'était bien posturalement, on avait chaud, on sentait que ça circulait. Mais bon, le cours, après, on n'avait pas le temps de faire la relaxation. On s'arrêtait 3 minutes à allonger. Qu'est-ce que je fais de cette énergie? Ok, je l'ai mobilisée, je l'ai activée, mais j'en fais quoi? Il faut que je l'intègre. Et donc, la relaxation, l'intégration par la relaxation, c'est fondamental. Et souvent, j'en ai parlé avec différentes personnes, c'est un problème ça. On fait des yogas entre midi et 2, on n'a pas le temps, on bouge, mais on n'harmonise pas. Le temps de relaxation est très, très important. Il ne faut pas le négliger. Et c'est souvent, moi j'ai la chance d'avoir fait une école de yoga où on est très pointu sur les techniques de relaxation. Et je peux faire des relaxations pour Vata, pour Pitta, pour Kapha, en travaillant justement avec la lourdeur, légèreté, le chaud, le froid. Donc on peut aller vraiment dans quelque chose de subtil au niveau de la relaxation qui fait un travail intéressant. Donc voilà pour l'approche à travers les gunas, les qualités. Mais on peut aussi avoir une approche pour équilibrer Vata à travers les parties du corps et les organes associés à Vata. Alors, où agit Vata? Quelles sont les zones du corps Vata? Cuisses, bas du ventre, bas du dos, hanches. La colonne vertébrale aussi parce qu'elle est reliée au système nerveux. Vata, c'est le système nerveux. La peau, l'organe du toucher est aussi associé à Vata. Les oreilles. Alors si je fais du yoga avec une musique, ça ne va pas le faire. Une musique douce, les bols tibétains, tranquille, oui. Donc l'organe, le site principal de Vata, c'est le côlon. Donc toutes les pratiques qui vont travailler cette zone, côlon ascendant, il y a le transverse descendant, rectum, sont intéressantes. En organes secondaires, vessie, rein, cerveau, glande endocrine. Et donc voilà, on peut cibler les organes. Après, il y a l'approche par les pranayamas. Alors là, ce que j'ai prévu de faire, c'est faire une petite pratique. Ça va? Personne n'a trop mangé avant de venir? Ok, ça vous dit de faire une petite pratique? Ok, on va passer par l'expérience. Alors,
pour pratiquer, on se tient droit. Il faut pouvoir respirer aisément avec le ventre. Je me connecte au sol par les pieds. Je me redresse, je me tire vers le ciel. J'ouvre le cœur. Et je prends conscience de ma respiration. Vous pouvez me mettre la main droite sur le ventre et la main gauche sur la poitrine. On a fait une petite pratique. Alors dans cette pratique, à chaque instant, vous devez être à l'écoute de vos possibilités. Vous sentez que sur l'expire, le ventre se creuse, sous l'effet de la sangle abdominale. En inspirant, le ventre se gonfle sous l'effet du diaphragme qui s'abaisse, la sangle se relâche. On est maintenant dans une respiration abdominale, diaphragmatique. Je vais mettre en place progressivement la respiration Kapalabhati. Avant de commencer Kapalabhati, vous sentez comment ça se passe dans votre nez, dans votre front, au niveau de la tête. Kapalabhati, ça veut dire la respiration qui rend le crâne brillant, qui nettoie les lobes frontaux du cerveau. Alors, écoutez, observez. Donc, le principe, je contracte vigoureusement sur l'expire ma sangle abdominale. Je laisse aller sur l'inspire. Ça fait du bruit seulement sur l'expire. On pousse vers le haut, on active Udana. Vérifiez, le ventre se creuse sur l'expire, le ventre sort sur l'inspire. Ok, on termine, grande inspire, levez les bras pour faire le plein d'énergie. Gardez cette énergie en vous. Gardez le souffle, redescendez le menton, serrez le périnée, portez votre attention dans l'espace du front, descendez les bras. Au niveau du front, répétez le mantra Om, Om mentalement. Descendez les bras. On porte son attention ici, il s'agit ici. Quand le besoin d'expirer se fait sentir, relevez la tête. Mini inspire et expire. Alors, on n'a pas fait très longtemps, mais peut-être sentez-vous déjà un petit effet au niveau du nez, au niveau du front. Si vous avez l'esprit un peu embrumé, vous êtes fatigué, que vous avez fait un travail intellectuel un peu exigeant, vous avez du mal à vous concentrer, faites ce pranayama. Après, on peut aller plus loin. On peut boucher la narine droite et faire par la narine gauche, puis boucher la narine gauche, faire par la narine droite. Ça va nettoyer un peu plus profondément. Nadi Sodhana, c'est la respiration alternée. Alors Kapalabhati, c'est bien, ça commence à nettoyer, ça facilite la respiration alternée. Alors il faudrait faire un peu plus longtemps pour avoir un vrai effet. S'il y en a qui reviennent en fin de journée, je fais une pratique sur les pranayamas où je vais développer ça. Nadi Sodhana, la respiration alternée, très bonne pratique pour Vata. Je place la main droite au visage, le majeur entre les sourcils, le pouce pour agir narine droite et l'annulaire narine gauche. Alors, la respiration alternée se fait sur une base de respiration ample, confortable, lente, donc silencieuse, consciente au niveau du nez. Alors, je vais commencer, et l'alternance, c'est en suivant le logo Citroën. Vous voyez le logo Citroën? Eh bien voilà, c'est la respiration Citroën. J'enseigne aussi dans une école d'ingénieurs orientée automobile et transport, et je leur fais des pratiques de yoga, et ça leur parle, ça. Donc, j'expire pour initialiser par les deux narines. Je bouche à droite avec le pouce droit. J'inspire gauche lentement, en conscience, jusqu'à atteindre le point centre.
Je bouche à gauche, je libère à droite, expire droite. Je réinspire du côté droit, inspire droite. Puis j'expire gauche. On reprend, inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Vous continuez en suivant le rythme qui vous convient. Comme j'ai dit, c'est important de suivre son rythme. Je vais donner un rythme au départ, ce n'est pas forcément le vôtre. Vous adaptez de façon à être confortable, que ce soit fluide, harmonieux, doux. Dans ce premier stade, on ne fait pas de rétention ni à plein ni à vide. Ça peut venir plus tard. On garde les pieds à plat, se connecte à la terre. À gauche, narine gauche correspond à l'énergie mentale, énergie d'intériorisation, féminine, fraîche. À droite, l'énergie physique, énergie d'extériorisation, chaude, aspect masculin. Donc on dit que la gauche, c'est la narine lunaire, à droite, la narine solaire. Et on équilibre ces deux aspects par cette respiration. Donc si on souhaite apaiser Vata, c'est une très bonne pratique à faire d'une façon douce, tranquille, sans forcer. Après, on peut continuer sans la main, par la pensée. Ça devient psychique. Je peux porter mon attention sur la narine gauche et je sens le souffle qui monte, inspire, narine gauche, jusqu'au point centre. Après, mon attention se porte sur la narine droite. Je sens le souffle qui descend, narine droite. Et à nouveau, le souffle qui monte, narine droite, jusqu'au point centre. Expire, je porte mon attention sur la narine gauche, je sens le souffle qui descend. Je fais l'alternance ainsi psychique. Bien sûr, le souffle physiquement va certainement passer par les deux narines. Mais par la conscience, on ressent en alternance. Donc ça, c'est pratique. Vous pouvez faire ça n'importe où. Vous êtes dans une réunion, vous vous embêtez, en attendant que ça se passe, dans les transports en commun, l'air de rien. Vous équilibrez vos énergies. C'est bien de le faire un peu physiquement avant, ça prépare. Maintenant, respirez en conscience par les deux narines. Inspire, le souffle s'élève, rejoint le point centre. Expire du point centre vers les narines. Maintenant que vous êtes au point centre, on va changer le trajet, on part à l'horizontale. Inspire, je vais en arrière. Expire, je retourne en avant. Inspire en arrière. Expire en avant. Je reste ensuite dans l'espace intermédiaire, pas en arrière ni en avant, à peu près entre les sommets des oreilles. De là, comme si c'était un poste d'observation, j'ai la perception du front, le devant du crâne. Puis le côté droit, l'arrière du crâne, côté gauche, le haut du crâne. Je perçois toute la partie haute de la tête, comme une grotte. Dans cet espace, on va imaginer qu'une abeille est rentrée. Elle est rentrée par les oreilles ou par le nez, on bouche les oreilles. On va faire la respiration de l'abeille pour Amari. Alors, ne bouchez pas les oreilles tout de suite de façon à entendre les explications. Un point important, c'est bien relâcher les mâchoires. Pas que ça vibre au niveau des dents. Je vais produire un son qui va vibrer dans l'espace supérieur de la tête. La pression des pouces sur les tragus, vous allez la doser jusqu'à trouver que ça fasse une belle vibration à l'intérieur. Une belle résonance.
Vous fermerez les yeux pour vous couper du monde extérieur pour être attentif à la vibration intérieure. On fait le son sur l'expire. Sur l'inspire, on peut redescendre les mains pour ne pas fatiguer les épaules. Et chacun a son rythme. On ne va pas se synchroniser. Et le son, il est plutôt aigu. C'est l'abeille, ce n'est pas le bourdon. Ça donne ceci. Bon, ça peut durer longtemps. Et amusez-vous, projetez la vibration devant, à droite, à gauche, en arrière. Habitez l'espace de la tête avec le son. Ok, on y va? C'est clair? Voilà, on va en rester là. Pour une première approche, en fin d'après-midi, je développe beaucoup plus cet aspect-là. Et écoutez maintenant le silence intérieur. Qu'est-ce qui se passe en vous? Vous pouvez connecter pouce index, un mudra des doigts. Vata, quand on a un déséquilibre Vata, on a tendance à avoir beaucoup de pensées, d'être très agité. Cette pratique de la respiration de l'abeille permet d'apaiser. Une autre respiration qu'on va maintenant mettre en place, c'est Ujjayi, la respiration psychique qui consiste à faire un léger son au niveau de la gorge en rétrécissant le passage de l'air. Quand vous avalez votre salive, vous sentez un endroit qui se resserre. Regardez cet endroit, légèrement. Et ça fait un son. La nature du son sur l'inspire, c'est So. Sur l'expire, Ham. C'est le mantra du souffle, le son produit par le souffle. Maintenant, on va installer une circulation. On expire et on est au niveau du périnée. On peut faire une petite contraction, Mula Bandha. On active le chakra racine. Inspire, on monte le long de la colonne vertébrale en conscience jusqu'au niveau de la tête. So. Expire, de la tête on redescend suivant la colonne. Ham. Mentalement. So. Mentalement. Je le fais pour vous, mais vous le faites intérieurement. Donc on fait un circuit du premier chakra jusqu'au chakra derrière le front en suivant la colonne. Inspire, je monte, expire, je descends. Ce qui est intéressant dans cette pratique de méditation, ça devient une méditation, c'est qu'il y a du mouvement. Vata, il aime quand même le mouvement. Si c'est trop statique, ça ne lui va pas. Et donc ça bouge. C'est intéressant pour lui quand ça bouge. Mais ça bouge d'une façon tranquille, régulière, douce, en accord avec le souffle. Observez maintenant, cette petite séquence, c'est une petite approche.
si ça a modifié déjà votre état intérieur. Si vous êtes plus tranquille, paisible à l'intérieur. Donc là, on a fait quoi? À peine 8 minutes peut-être. Donc c'est pour vous montrer qu'à travers le souffle, on peut modifier notre état intérieur d'une façon très rapide. Pour l'approche d'équilibrage, on peut utiliser aussi à partir des 5 éléments et les chakras associés. Donc la terre, associée Muladhara chakra. Eau, Svatisthana. Feu, Manipur chakra. Air, Anahata. Éther, Vishuddhi. Et là, on dépasse les éléments conscience, supraconscience. Donc, si on est de nature Vata, on a besoin de travailler ces 3 premiers chakras, a priori. Je dis a priori, parce que c'est un domaine quand même complexe. Le mieux, c'est de tester les chakras qui sont en déséquilibre. Donc, j'ai cet outil, une antenne de l'échelle. C'est comme une baguette de sorcier améliorée qui me permet de tester les chakras. Et pour chaque chakra correspond donc un réglage du curseur. Et je peux savoir pour chaque chakra comment ça se passe au niveau mental, vital, physique, psychique. Et après, donc, je peux savoir quel est le chakra qui est en déséquilibre et quelle est l'approche qu'il faut avoir. Est-ce que je dois travailler sur le registre mental, physique ou psychique? Et après, j'utilise les outils en conséquence. Après, s'il y en a qui sont intéressés, au lieu d'un massage consou, on peut aussi peut-être faire un test de chakra. Pourquoi pas? Je n'y ai pas pensé avant, mais... Alors, pour équilibrer Pitta, il faut que j'accélère un peu. Alors, Pitta, au niveau des qualités, c'est un peu plus compliqué. Légèrement huileux, faire un yoga sec. Alors, si quand même, il est quand même léger, Vata, donc c'est bien de se relier à la terre. Point important, il faut que ce soit des pratiques rafraîchissantes. Pas que ça développe trop de chaleur. Plutôt lent. Alors, il faut bien comprendre la nature de Pitta, que je développe un peu après. Stable, travail, équilibre, ancrage. Oui, passe par la suite. Ah voilà, je pointe par là. Pitta, les Pitta purs, c'est des compétiteurs. Ils recherchent la performance. Ils vont aimer des yogas un peu extrêmes, qui vont permettre de briller. Ils sont passionnés, ambitieux. Alors ça, c'est des qualités qui, dans certains domaines, sont intéressantes. Mais dans le domaine du yoga, du développement personnel, ça peut être intéressant pour eux de développer une autre attitude. Travailler le lâcher-prise. Ok, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. Contempler. Vous savez, dans la pratique de yoga, il y a 3 aspects. Savoir-faire. Ok, je fais une pratique, il faut savoir comment je la fais. Mais savoir-faire, ça ne suffit pas. Il faut se mettre sur le tapis, il faut la faire pour produire un effet. Mais au final, il faut laisser faire. C'est-à-dire que la pratique doit se faire d'elle-même. Il faut s'abandonner, laisser circuler les énergies. Donc, Pitta, il saura bien faire. Il aura la volonté pour agir, mais il faut qu'il travaille le laisser faire. Il faut que son énergie soit tournée vers l'intérieur, vers la connaissance de soi. Il doit travailler l'indulgence. Ça peut être des personnes qui se harcèlent, en fait. Alors, les parties du corps pour Pitta, c'est la zone intermédiaire, la taille. Les yeux aussi, associés aux perceptions, l'organe de perception, la vue, c'est associé à Pitta. Vata gère tous les sens, mais Pitta associé à la vue. Donc le palming, de se couper un peu des stimuli extérieurs, c'est une bonne pratique de se recentrer. Donc le foie, siège, site principal, intestin grêle, foie, vésicule biliaire, rate, cœur, utérus. Alors, il y a les respirations rafraîchissantes. On forme un tuyau avec la langue. On expire par le nez, ou alors plus discrète, hein, quand on est en société.
Donc, qu'est-ce qui se passe? On fait passer de l'air avec une grande vitesse sur la langue, sur laquelle il y a de la salive. Il y a un phénomène d'évaporation. L'évaporation de l'eau fait absorption de la chaleur. Et donc, ça fait comme un radiateur. Comme un radiateur de voiture qui refroidit le moteur. On refroidit la langue. À chaque fois, il faut réhumidifier. Ça va être un peu asséchant quand même. Après, on peut compléter avec une bière fraîche. Non. La respiration internée est bien aussi pour Pitta. La respiration de l'abeille aussi. Alors, maintenant que vous avez compris le principe, à vous de trouver Kapha. Alors, Kapha, qu'est-ce qu'il fait d'après vous? Voilà, le Kapha, il est tranquille, il est paisible sur son canapé. Hein. Donc, il faut que ça soit stimulant, en mouvement rapide. Kapha, il a l'énergie. Mais il n'a pas trop envie d'utiliser. Donc, voilà. Tonifiant. Il a tendance à se ramollir. Il y a du muscle, hein, mais caché, protégé pour ne pas faire des envieux. C'est bien de chauffer. Il est de la nature froide. Lui, il peut transpirer parce qu'il a trop d'humidité. Et il peut être irrégulier. C'est possible. Les zones travaillées, l'estomac, la poitrine, le haut du corps. Il peut être encombré au niveau de la gorge, de la tête. Kapha Bhati, c'est bien aussi pour désencombrer. Ça doit procurer la légèreté qui libère, qui ouvre, ça fait circuler. Voilà. Alors, je propose, dans le cadre Ayurveda Conscience, un stage de yoga ayurvédique où je vais développer sur 2 périodes. Première partie en janvier, sur 3 jours, du vendredi au dimanche. Donc ça se passe... et deuxième partie en juillet, où je vais approfondir ce que j'ai présenté là. On va passer beaucoup de temps à la pratique, à l'expérience. Donc ce stage, il est proposé pour chaque module à 300 €, c'est fait un total de 600. Plus, il faudra rajouter l'hébergement qui peut se faire sur place. Hop, il faut que je pointe par là, sinon ça ne va pas. Voilà. Donc ça se passe là où j'habite, à Collonges-et-Nevers, là où j'ai mon centre de yoga. Alors c'est pas trop loin de Paris, c'est 2 heures. De gare de Bercy à gare de Nevers, il y a 15 minutes de bus à peu près. Alors j'accueille aussi des curistes, il y en a parmi vous qui pourront témoigner. Et donc je fais des programmes personnalisés, que ce soit en termes de budget, de la durée, des objectifs définis à partir du bilan ayurvédique. Je propose des séjours bien-être, yoga et ayurveda, où je peux combiner un certain nombre de choses, notamment des choses, donc ça c'est la salle de yoga, améliorée, agrandie récemment. J'ai un espace balnéo, et puis on a une nature sympathique avec la Loire. On peut faire du canoë sur la Loire, des promenades en bord de Loire, ou en forêt au bord d'un petit lac à proximité, se baigner dans la Loire. Voilà. C'est un petit coin de campagne, où on est à la fois proche des commodités, que la gare n'est pas loin, mais on peut aussi profiter de la nature environnante.